Mener une saison de Westworld en 8 épisodes n'est pas chose facile et c'est pourtant le poids de cette ambition qui pèse durement sur les épaules virtuelles de ce dernier épisode intitulé Que sera Sera. Ce sera l'occasion de clarifier certains points et de nous interroger sur les hauts et les bas de cette saison 4 et l'éventualité d'une dernière saison. William est un sociopathe que seule l'adrénaline de la chasse et de la peur fait vaguement vibrer. Si le monde des humains n'était déjà plus qu'une version d'un parc livré aux appétits malsains d'hôtes aussi prédateurs que leur modèle humain, William Turbo l'a fait entrer en mode expert, comme il le dit lui-même. Un jeu de survie et surtout de massacre que le caméo de Stephen Hogg vient évidemment rehausser d'un clin d'œil à GTA V, d'autant plus qu'il est armé d'une batte comme Trevor, le personnage du jeu auquel il donnait sa voix. L'acteur campait bien sûr Redus, le malfrat qui attaquait en boucle la ferme des Abernathy dans Westworld. Il y en a un autre qui campe, mais pas de la même façon, et la réplique de William Turbo alors qu'il abat ce jeune homme qui se cachait pour tuer les autres de loin ne peut que faire sourire tous ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo, fucking camper. Sur le chemin de William Turbo, on aura un autre caméo d'un autre excellent acteur avec ce retour éclair de Craddock interprété par Jonathan Tucker. Je reste toujours un peu sceptique quant à la puissance de feu disponible dans ce futur, mais c'est un point sur lequel je reviendrai un peu plus loin. La Tour Blanche est bel et bien le siège de la conscience de Christina, même si elle n'en contrôle pas les messages. L'épisode illustre cela au niveau macro et micro. Un plan large de la tour vient à nouveau souligner ce que beaucoup supposent déjà depuis un moment, la forme de labyrinthe des bâtiments disposés en cercle autour de la tour. Au niveau micro maintenant, on découvre que la perle de la Dolores originale se situe au centre du plancher de la salle de simulation de la ville. Aucun doute en effet pour moi que Christina correspond à la Dolores originale, celle dont les mémoires avaient été supprimées par Serac alors qu'elle était connectée à Rehoboam en fin de saison 3. En passant de celle qui porte la douleur Dolores à celle qui sera le messie du futur, Christina, le personnage est sans doute celui dont l'arc est non seulement le plus réussi, mais aussi celui qui porte le plan d'ensemble de la série, saison après saison. Pour l'instant, revenons à l'autre Dolores, celle que j'ai appelée Doloroth, car elle a choisi de conserver l'apparence de Charlotte Hale. Récupérée par ses drones, réparée, améliorée, je ne peux m'empêcher d'être un peu gêné par de petits détails comme justement la gestion de la douleur. De toute évidence, certains hôtes évolués, et notamment Doloroth, peuvent parfaitement couper l'information qu'est la douleur, alors pourquoi la voit-on en exprimer des signes lors des échanges de tirs avec William Turbo? Dans le même genre de détails qui n'ont aucun sens, et comme promis, je reviens aux armes, alors pourquoi n'a-t-elle pas accès à une arme plus puissante avec plus de munitions ou au moins un ou deux chargeurs de réserve? Cela tient difficilement debout et vient donner un petit côté cheap, voire forcé au pistolet caché par Bernard dans le tunnel. Bah oui, Bernard, il ne pouvait pas plutôt lui dire d'emporter plus de munitions. Alors j'imagine qu'on est censé supposer que non, parce que dans toutes les simulations, elle se faisait tuer par William Turbo, sans l'avantage d'une surprise. Mais bon, c'est un petit peu gros. Parmi les autres éléments qui semblent dénués de logique, on a le timing des déplacements. On voit William Turbo partir à pied pour rejoindre la ville en fin d'épisode 7, et dans le final, il s'amuse un petit peu avant de récupérer une voiture, puis un cheval. Alors bien sûr, il va choisir le cheval noir. Et pendant ce temps, Doloroth doit être récupérée par ses drones et changer de corps, mais elle voyage ensuite par la voie des airs. Elle devrait donc arriver nettement avant William Turbo au barrage, qui correspond au barrage de Hoover Dam, qui est quand même à plus de 4000 km en voiture depuis Manhattan. Pendant ce temps, Caleb, Stubbs et Frankie traversent tant bien que mal New York avec quelques combats sans grande tension et un adieu apparent au personnage de Stubbs et Clémentine, cette dernière assumant apparemment des tendances ultra-violentes qu'elle ne semblait pas du tout avoir quand elle vivait tranquillement avant que William Turbo ne vienne la récupérer en début de saison. Comme on pouvait le supposer, faute de retournement de situation ou de preuve du contraire, Caleb n'était qu'une version de plus de l'implantation d'une personnalité humaine dans un corps d'hôte. Sa durée de vie n'était qu'une petite prolongation de son existence biologique pour des adieux à sa fille. De ce côté, on peut dire que la série a la main lourde, et il se pourrait qu'on ne revoie plus du tout Caleb, tout comme Charlotte, s'il devait y avoir une saison 5. Tant que je suis sur ce point, autant aborder le cas problématique de Maeve et de la gestion scénaristique des relations entre personnages et des attentes que les spectateurs pourraient en avoir. Maeve a été monté en épingle par Bernard comme une arme providentielle, mais il savait en réalité que l'humanité et les autres étaient de toute façon condamnés, dans le monde physique du moins. Ce scénario audacieux en termes d'architecture globale vient quand même poser problème pour les nombreux spectateurs qui voudraient
un peu plus pour Maeve et qui s'interrogeait sans doute sur la nature de sa relation avec Caleb au fil des petits indices distillés au fil des précédents épisodes. Réduire Maeve à une petite bagarre dans le bassin au pied de la tour pour finir d'une balle tirée par William Turbo, c'est un petit peu naze, même si je n'ai aucun doute qu'elle aurait encore un rôle à tenir dans une dernière saison. On reste aussi dans le flou total concernant la motivation de Bernard à récupérer les données permettant de copier la personnalité de Frankie et des autres résistants humains. Je me doute que l'idée consiste à pouvoir les faire vivre dans le sublime, mais dommage de n'offrir aucun début de piste à ce sujet. Si on suit ce raisonnement, toutefois, on se rend compte que des simulations d'humains pourraient parfaitement exister dans le sublime, puisque la question du rejet du corps artificiel par l'esprit ne se poserait plus du tout. Mais revenons maintenant à ce qui fonctionne le mieux, à savoir Christina. On découvre donc que tous ceux avec qui elle a pu interagir étaient ses propres créations pour l'aider dans son processus de redécouverte de son passé et de sa personnalité effacée. Je m'interroge néanmoins au sujet de son entretien avec Doloroth. Dans ce cas précis, je préfère continuer à penser que c'était une forme de vérification menée régulièrement par cette dernière en se connectant à la perle de Christina, mais impossible d'avoir de certitude à ce sujet. La petite révélation, c'est que même Teddy était une construction interne de Christina. D'un côté, c'est cool de voir qu'elle n'a pas eu besoin d'une aide extérieure, mais de l'autre, j'avoue être un poil déçu car je trouvais que cela donnait plus d'importance au personnage de Teddy, et notamment s'il avait pris ce risque de quitter le sublime de sa propre volonté pour aider Dolores à se reconstruire. Le ratio d'image nous montre quand la perle de Christina est connectée au sublime, unique raison pour laquelle Bernard avait laissé l'accès ouvert, puisqu'il était bien le seul à disposer de la clé d'entrée, même si on apprend que les autres peuvent aussi ouvrir la porte depuis l'intérieur de ce monde virtuel. On peut s'interroger bien sûr concernant la viabilité du sublime faute de maintenance humaine au barrage, mais on apprenait en tout début de saison que l'installation pouvait tenir une centaine d'années sans intervention extérieure, ce qui correspond à énormément de temps dans le sublime. Si Teddy est l'un des éléments fondamentaux de l'architecture de Christina, on découvre aussi que Maya est la version d'elle-même qui choisit de voir la beauté du monde, une référence parmi bien d'autres aux précédentes saisons. Peter était sans doute une expression de la culpabilité de Christina, culpabilité pour les histoires créées pour le monde de Doloroth et peut-être aussi pour tout ce qu'elle avait fait en tant que Wyatt en saison 2. On peut noter aussi que Peter a le prénom du père de Dolores, ce qui pourrait venir renforcer cette idée de culpabilité. La partie la plus sombre de Dolores était déjà incarnée en quelque sorte en Doloroth. Je trouve dommage qu'on n'ait absolument aucune idée ni indice concret au sujet du projet de transcendance vers lequel elle voulait envoyer le plus d'autres possible. Toutefois, le choix final de Doloroth, qui consiste à disparaître définitivement en détruisant sa propre perle, est vraiment fort. Le monde qu'elle pensait pouvoir bâtir n'était qu'une tyrannie illusoire et ce qu'elle espérait pour les autres n'était qu'une pâle copie, sans doute, du sublime qui existait déjà. Plutôt que de persévérer dans la peine et une immortalité dénuée de sens, elle décide de disparaître. Consciente peut-être qu'elle avait fait fausse route et causé beaucoup de tort, mais dans une sorte de paix qui se lit sur son visage. Christina est donc le dernier espoir, le dernier pari de Bernard et tout repose sur son choix. Laissera-t-elle une dernière chance à l'humanité? Et on a la réponse, tout dépendra d'un dernier test. On peut imaginer que si les hôtes dans le sublime évoluent suffisamment, ils pourraient peut-être trouver une solution pour revenir au monde physique, dans des corps, ou au moins à contrôler des nanoparticules par exemple, ou autres technologies pour pouvoir interagir avec la réalité physique. D'ici là, ceux qui seront dans la simulation n'en auront pas nécessairement conscience. On a même des théories qui prétendent que nous-mêmes, actuellement, là, nous tous, vous-même qui me regardez, eh bien nous sommes à l'intérieur d'une simulation sans le savoir. Christina est donc la conteuse, la storyteller, celle qui déterminera une bonne fois pour toutes si l'humanité mérite de perdurer sous une forme ou une autre. Et de ce fait, elle s'inscrit dans les idées que Ford exprimait déjà en première saison, notamment dans les épisodes 1 et 10, alors qu'il évoquait la fin des espèces et le remplacement de l'espèce humaine par une autre. Visuellement, la scène de Times Square est très réussie. L'ancien monde des humains et ses publicités réapparaît au travers des écrans qui projetaient des images de nature dans le monde de Doloroth. On retrouve à la fois une ambiance très Blade Runner avec l'importance de l'œil toujours, mais aussi peut-être une référence à la première image du monde extérieur qui a peut-être fait son irruption dans le monde de Dolores, celle de Juliette, et c'était justement à Times Square. Vous savez, Juliette, la sœur de Logan et l'épouse de William. Cette photo avait été ramassée par son père
Peter Abernathy en première saison. L'idée de mener cet ultime test à Westworld nous amène à celle de boucle, et si jamais la série n'était pas renouvelée pour sa 5e et ultime saison, on aurait une sorte de fin plus ou moins acceptable. Il est clair toutefois pour Jonathan Nolan et Lisa Joy qu'ils ne sont pas arrivés là où ils envisageaient la fin de leur histoire. On retrouve l'idée des humains qui vivront aussi longtemps que vivra la dernière créature à se souvenir d'eux, déjà exprimée dans une des leçons du peuple d'Akecheta, les Ghost Nation de la saison 2. Bien sûr, cette idée de fin de l'humanité souffre un peu du fait que nous ne suivions que New York sans rien savoir du reste du monde dans cette saison. Dans l'ensemble, cette saison 4 était bien construite, bien pensée, mais je pense qu'il lui manquait au moins un épisode pour consacrer plus de temps de développement à la romance et à certains personnages. Dans quelques plans de Doloroth dans la salle de contrôle, on aperçoit un corps à côté de celui de Bernard, sans doute celui de Maeve. Pourtant, Maeve n'a pas été déplacée depuis le bassin, a priori, on peut donc supposer qu'il s'agit d'un faux raccord qui correspond à une autre version du scénario. Quelques détails et quelques personnages un peu laissés de côté, ou avec une fin en queue de poisson, viennent réduire l'impact de l'architecture d'ensemble de la saison qui reste néanmoins plus réussie que la 3e, mais que je placerai sans doute juste derrière la 2e en termes de qualité. L'idée d'une dernière danse à Westworld a néanmoins de quoi séduire, et sachant que la capacité de Christina à conjurer des individus sur la base de ses souvenirs et des vastes données à sa disposition, on pourrait presque revoir tout le monde. Abonnez-vous et laissez un commentaire, sinon je vous donnerai dans le Nouveau Monde un rôle aussi secondaire que celui d'Odina. Et puis si ce t-shirt vous plaît, eh bien vous trouverez un lien en description de la vidéo, et ça permet de soutenir la chaîne au passage. Bien sûr, cette fin de saison pour Westworld ouvre le chemin aux nombreuses séries très attendues des prochaines semaines. Dès lundi prochain, je vous donne rendez-vous pour House of the Dragon, et sans doute avant pour She-Hulk, et si possible pour Sandman si je trouve le temps de finir la série déjà. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!